Oui, bonjour, merci une fois de plus de nous retrouver sur Jambo Radio Scotland. C'est votre programme phare, c'est Let's Talk About It, parlons-en. Et aujourd'hui, c'est la première émission après, après l'année, hein, après le 31. Donc, nous sommes dans la nouvelle année 2021 et nous sommes... 2022, voilà. En fait, c'est pas étonnant, j'ai pas beaucoup aimé l'année 2021. Donc 2022, et c'est le premier programme, notre premier programme sur Jambo Radio Scotland. Et effectivement, pour commencer, nous sommes obligés de sacrifier à cette exigence-là. On vous souhaite à tous et à toutes, bon, on va dire à toutes et à tous, une merveilleuse année 2022, surtout pleine de santé. Et surtout, moi je dis souvent une santé de fer. Parce que si vous êtes en bonne santé, alors vous pouvez travailler, et si vous travaillez, vous pouvez avoir de l'argent. Puisque tout le monde cherche de l'argent, alors il faut avoir la bonne santé pour pouvoir travailler. Alors aujourd'hui, au téléphone, nous aurons Guy. Il n'a pas pu faire le déplacement, vous savez, avec toutes les contraintes que nous avons sur le plan sanitaire, hein, avec le COVID, avec la Covid, hein, je crois que ça qu'on dit, ils disent qu'on dit de la Covid. Ah, je sais pas. Je crois que c'est ça qu'on dit. Moi, je dirais le Covid, mais bon, ils disent la Covid. Donc, Guy va intervenir au téléphone. Et sinon, je suis avec Raoul, et ça, c'est un plaisir. Bon, Raoul, je te passe la parole. Hein. Bah, écoute, bonjour, merci de me recevoir encore. Et oui, meilleurs vœux à tout le monde, plein de bonnes choses. Espérons que 2022 sera meilleur, oui. On va dire. C'est ce qu'on souhaite à tout le monde, hein. Ouais. Qu'elle soit plus belle, hein, que 2021, et que vous ayez des très bonnes choses et des très belles choses, et que vous puissiez satisfaire la plupart de vos désirs. je dirais pas tous vos désirs, parce que sinon vous n'aurez plus rien à faire en 2023. Donc je préfère vous dire satisfaire la plupart de vos désirs. Alors aujourd'hui, comme vous le savez, cette émission, nous n'avons pas changé de format. C'est vrai que nous travaillons sur un autre format. C'est la nouvelle année, il y a des choses qu'il faudra modifier et améliorer. Donc nous vous prions de bien vouloir nous envoyer vos suggestions. Nous avons en ce moment, vous pouvez aussi nous joindre au numéro de téléphone. Le studio, c'est le 07 54 20 02 89 1. Alors je reprends ça, 07 542 00 28 91. Ou alors, si vous préférez le WhatsApp, c'est le 07 45 99 06 822. 07 45 99 06 822. Ça, c'est notre WhatsApp. Donc, si vous souhaitez nous envoyer des messages pour des suggestions de comment formater ce programme-ci, alors c'est le bienvenu. Donc merci de bien vouloir le faire, et il n'y a pas de souci. Nous sommes là, nous acceptons la critique, surtout lorsqu'elle est positive. Alors, l'émission, comme on le dit d'habitude, c'est pour convoquer, c'est pour pousser, c'est pour éveiller notre communauté, c'est pour que nous puissions dire yes we can, que c'est possible. Alors aujourd'hui, nous allons poursuivre avec ce que nous faisions en 2021. On parlait de la diaspora, on parlait de nos pays d'origine, comment est-ce que nous pouvons collaborer, qu'est-ce que la diaspora peut faire pour aider le continent, et qu'est-ce que le continent peut faire pour faciliter. Et là aujourd'hui, nous allons sûrement parler des opportunités après Covid. Qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on attend, est-ce que les choses ont changé, est-ce que la manière de penser, de voir les choses en Afrique a changé, est-ce que ce sera un boost pour l'Afrique, est-ce que c'est du pain béni, est-ce que effectivement, ou alors c'est la mort comme l'OMS nous avait indiqué au début de cette pandémie-là. Quelles sont les opportunités, ou bien que seront les opportunités après le Covid? Bon, maintenant quand on dit ça, on ne sait jamais quand ça va s'arrêter. Je ne sais pas si ça va s'arrêter un jour. On parlait à BAC tout à l'heure là, de plus en plus des vaccins sortent. Je ne sais pas, est-ce qu'on sera condamné à vivre avec ça?
Bien, bon, c'est un pays qui utilise des méthodes assez sévères, drastiques pour obliger les gens à se faire vacciner. Est-ce que c'est la solution? Bon, je sais pas. Appelez-nous pour nous dire comment ça se passe dans vos pays respectifs, hein. On va essayer de discuter pour voir est-ce qu'au Congo, est-ce qu'au Cameroun, est-ce qu'au Rwanda, au Kenya, comment est-ce que ça se passe? Et que fait le gouvernement? Qu'est-ce qui est décidé? Est-ce que c'est vaccin à tout prix ou bien c'est vaccin plus potion traditionnelle? Est-ce que c'est juste, bon, faites votre vie comme d'habitude? Ouais, ouais. Mais écoute, je pense, si on parle des opportunités, bon, déjà les vaccins, c'est des opportunités pour certains. Bah oui. On va dire pour les compagnies qui créent ces vaccins-là, c'est une opportunité. Bon, au niveau de la population aussi, on a appris à vivre avec. Oui. Surtout quand il y a eu, comment on appelle ça, les confinements. Voilà. Voilà, on peut pas se déplacer, on peut pas faire ceci, on peut pas faire cela. Bon, l'Afrique, c'est l'Afrique. Les gens ont réussi à faire avec, à s'adapter. Ben ouais. Parce que c'est voilà quoi. En Afrique, bon, comme on a toujours dit, si tu ne sors pas de ta maison, ben, tu es mort. Exactement. Donc, oui, les gens ont réussi, enfin, certaines personnes ont réussi à tirer leur épingle du jeu. C'était surtout la créativité des gens. Voilà. Les gens se sont découverts très, très créatifs. Oui. Tu vois. Surtout quand on regarde par exemple nos mamans ou bien même un monsieur que je connais très bien, un charcutier. Enfin, il avait comment on appelle ça? Une boucherie. Une boucherie, voilà. On n'en trouve plus, surtout dans ces pays-ci. Ah ouais, c'est fini là. Lui, il avait une boucherie, mais comme avec le confinement, les gens ne pouvaient plus se déplacer, enfin ne pouvaient plus aller dans les magasins. Ouais. De sa maison, il a trouvé une stratégie. Donc, quelqu'un pouvait l'appeler, commander, et lui, ce qu'il faisait, il laissait les enfants, les petits-enfants, bon, comme les petits-enfants, on avait dit que les enfants ne contactaient pas, ouais. Voilà. Donc, les petits du quartier, ils ont trouvé de l'emploi comme ça. Mais ouais, ça faisait, ils ont multiplié. Et en fait, ça, ils peuvent multiplier son chiffre d'affaires en payant moins de taxes sur les salaires et autre chose. Exactement, parce qu'il n'a pas travaillé. Ouais, ça c'est moins mal. Bon, non, mais comme tu dis, hein, c'est l'ingéniosité de certaines personnes, parce que dans chaque chose, hein, comme on dit, lorsqu'il y a affaissement, il y a soulèvement quelque part. Ouais. Donc, il y a des gens, effectivement, qui se sont enrichis. Moi, en fait, je suivais un débat dans une radio camerounaise et deux médecins qui sont pro-vaccin étaient en train d'essayer de détruire les conceptions traditionnelles locales en disant que les découvertes locales ne fonctionnent pas. Okay. Donc, ce sont des histoires et ils invoquaient le fait qu'ils disaient que ça fait 2 ans, par exemple, que nous avons un prélat qui a une solution qu'on appelle, je sais pas comment, je crois que c'est le Clédavic. Et il disait, ça fait 2 ans qu'en matière scientifique, il a passé 2 ans, il a assez de temps pour collectionner des données, pour prouver son taux de morbidité, pour nous dire si oui ou non ça marche. Et que s'il n'a jamais produit cela, ça veut dire qu'il est conscient que sa formule ne fonctionne pas. Donc, mais moi je dirais, je travaille dans une compagnie là qui fait dans les produits scientifiques, et moi je dirais que cette compagnie s'est enrichie et continue à s'enrichir. Parce que la personne, les deux médecins étaient en train de vouloir justifier en disant que personne ne s'enrichit, parce que les autres disaient que c'est un business, et ils disaient non, c'est pas un business. Et ils démontraient, il y avait une qui était médecin aux États-Unis, et elle démontrait que le gouvernement américain avait pris tout en main. Donc, quel était donc l'avantage, l'intérêt des gens à dire que ça donnerait de l'argent à certaines personnes, ça devait enrichir. Moi, je dis, bon, travaillant dans une compagnie qui fabrique le Pfizer, je peux témoigner que le chiffre d'affaires de cette compagnie-là, je suis désolé, c'est pas pour dire que je suis pas content. Moi, je vais être honnête, je suis très content. Nous avons eu 3 bonus cette année. Alors, qu'on me dise que ces gens ne font pas de sous, je suis désolé, c'est un business.
Non, mais exactement, exactement. Ça, c'est des fois, je pense que les gens essayent de se voiler la face. Bon, il n'y a rien de mal à se faire des sous. Mais non. On veut tous faire l'argent. C'est pas un secret. Donc moi je disais, en termes d'opportunités, par exemple, moi je dis, l'Afrique a pu découvrir, hein, comme tout le reste du monde, parce que au début de cette pandémie, par exemple, moi je me rappelle, j'allais au boulot et je n'avais pas de masque. Je voulais acheter un masque et on me vendait, je suis allé à la pharmacie pour m'en acheter un et la pharmacienne me dit, bon Jean-Michel, il me reste un masque, mais il va te coûter le prix de 10 masques. Et elle m'a dit simplement, elle était très gentille la dame, elle m'a dit, tu sais, moi je te conseille pas d'en acheter parce que je trouve que c'est pas sérieux. Ouais. Donc j'ai pas acheté de masque. Et je sais que la plupart des pays, tous les pays du monde entier se battaient pour les masques. Or, après les Africains ont trouvé que ils pouvaient fabriquer leurs masques. Aujourd'hui, vous voyez, là on voit la Coupe d'Afrique, là on voit des gens avec des masques vert ou jaune, vert blanc, dans toutes les couleurs des pays, les drapeaux sont là. Donc ça signifie que il y a eu une industrie qui s'est créée. C'est créé, exactement. Donc moi je pense que le post, après Covid, pour ceux qui seront malins, ils pourront effectivement tirer leur épingle du jeu. Exactement. Il y a aujourd'hui un certain regard qu'on avait par rapport à l'Occident en Afrique, hein. On trouvait que c'était Dieu de ce côté-ci. Je pense qu'aujourd'hui, ils ont compris que tout le monde peut mourir et il meurt moins en Afrique, parce que bon, c'est un débat, hein, c'est que certains disent que c'est parce qu'on n'a pas de données, ouais, que peut-être on pense qu'on meurt moins, mais moi je dis que c'est un virus. Et nous en Afrique, avec beaucoup de poussière, il y a des virus tous les jours dans l'air qu'on respire. Exactement. Donc, par conséquent, je pense que c'est sûrement un virus que nous avons déjà. Ouais. Et que l'organisme a sûrement eu le temps de s'adapter, parce que je pense que c'est un mécanisme simple. Lorsque le virus arrive, le corps prend un peu de temps pour réfléchir, mais qu'est-ce que j'ai de nouveau à l'intérieur, oui, avant de produire des anticorps pour pouvoir commencer à bagarrer. Par contre, si donc on n'a jamais reçu ça, il faut bien qu'on lui administre quelque chose là. Exactement, mais cette explication est c'est une logique valable, parce que quand on regarde la vie ici, tout, même avant le Covid, tout est sanitaire. Il faut laver les mains, monsieur propre, pour nettoyer la table et tout ça. Mais quand tu regardes des fois en Afrique, hein, par exemple, on va dire la nourriture de rue. Ça, c'est un cocktail de virus. On nous dira que l'huile dans laquelle on trempe nos morceaux de viande, elle est à plus de 100 degrés. Mais je sais pas. Donc, mais bon, moi je dis, hein, moi je pense que l'après-Covid, ouais, nous donnera au continent africain la chance de comprendre qu'avec une ingéniosité africaine, avec une créativité locale, il y a des choses qu'on ne devrait plus importer. Oui, oui. Bon, ce que j'espère en tout cas là déjà, bon, disons que c'est une, comment dire, disons que c'est un plaidoyer. Voilà, oui, parce que nous regardons déjà l'après-Covid. Et espérons juste que comment ils appellent le momentum. Ouais, comment on appelle ça, ouais, vas-y, on va trouver le mot. Oui, voilà, et espérons que nous gardons la fièvre là. Voilà, la fièvre, cette créativité que nous avons développée en plein Covid. Cet engouement là. Exactement, engouement. Espérons que nous la gardons et que nous allons continuer avec après le Covid, parce que les gens sont devenus très créatifs. Très très créatifs, les motos de route, les personnes qui vendent dans les rues, les personnes qui ont des magasins, malgré la situation, ils ont pu créer, et même d'autres, puisque quand on parle du Covid, il y a beaucoup de magasins qui ont fermé. Ah oui. Bon, je me rappelle, ça c'est quelque chose que j'ai vu au pays, il y a des endroits où c'était que des bars. Ouais. On servait que l'alcool. Mais par exemple, par exemple, au Rwanda, je me rappelle, on avait interdit tous les bars. Seuls les restaurants étaient ouverts. Tous les bars se sont transformés en restaurants du jour au lendemain. C'est la créativité. C'est demander qu'est-ce qu'il faut pour être restaurant, et c'est tout. Exactement. C'est les gens, la majorité de la population a regardé, ok,
quelles étaient les mesures à suivre. Oui. Et en fonction des mesures à Ils suivre, s'adaptaient. les gens se sont adaptés. Tu vois. Donc ça, c'est des choses que je veux dire, bon, on était un peu... pas tout le monde, hein, c'est faire la généralité, ce que je n'aime pas d'ailleurs. Oui. C'est de dire que bon, il y avait des mesures qui existaient déjà, mais chacun faisait un peu comme il voulait. Comme il le veut. Mais avec cette situation-ci, les gens ont suivi Le protocole. tout le protocole, mais avec le protocole, les gens ont travaillé avec. Bah oui. Tu vois, ils ont réussi à trouver, enfin, on a réussi en tout cas à trouver des solutions africaines, parce que quand on regardait vers l'Europe, l'Europe même était déboussolée, l'Europe se cherchait. Mais on s'est rendu compte que on est dehors sous la pluie tout seul. Mais oui. Non, mais c'est ça, ça fait qu'on se découvre. Ouais. Et on découvre certaines qualités qu'on n'avait pas. Parce qu'aujourd'hui, bon, certains experts essayent de nous expliquer que oui, l'hécatombe qui était programmée pour l'Afrique n'a pas eu lieu parce que la population africaine est à 80% jeune. Et par conséquent, elle est plus résistante à ce genre de virus par rapport à lorsqu'on veut projeter ça sur les sociétés occidentales, européennes par exemple. On voit que la population, si on prend le cas de l'Allemagne ou du Royaume-Uni, qu'on a cette courbe de Maslow là, qui est renversée, où ils ont plus de vieilles personnes, des personnes âgées, il faut dire ça comme ça, que des personnes jeunes. Or, en Afrique, nous, on est de l'autre côté, on a plus de personnes jeunes que de personnes âgées. Donc, c'est peut-être ce qui justifie, d'après certains experts, un taux de mortalité plus faible sur le continent africain que par rapport aux autres continents. Ça, c'est une explication qu'il donne. Hein. Ce qui me dérange là-dedans, c'est que lorsqu'il faisait les premières déclarations, il n'avait pas vu que cette cause. Exactement, parce que ça saute aux yeux. C'est des statistiques. Ils en parlent, ça fait des années quand même. Tu vois, en faisant des statistiques, ça, c'est des choses qui te sautent aux yeux. Juste un truc, à chaque fois je regarde ce genre de commentaires, de rapports et tout ça, je me rends compte qu'on ne parle pas des pays sud-africains. Qu'en est-il des pays sud-africains? Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Comment est-ce que, bon, à part le Brésil, où on a tellement parlé, mais l'Afrique du Sud, l'Amérique latine, ce n'est pas que le Brésil. Même si le Brésil représente une grosse partie de l'Amérique latine, mais on n'a pas forcément... C'est comme s'il y avait, il y avait ce truc entre l'Afrique et l'Europe. Exactement. Comme si c'était une compétition, mais... Et puis il y a d'autres continents là à côté. Exactement. On aurait pu mesurer, comparer... Bon, la Chine, on n'a pas trop parlé. Enfin, on en a parlé, mais... Au début. Oui, on en a parlé en disant, ça vient de là-bas. Oui. Mais on ne nous a pas dit le taux de... Non, mais c'est vrai. Et puis, même pour une petite parenthèse là, les médecins sud-africains découvrent... l'Omicron, et certaines personnes veulent nous faire comprendre que ça sort d'Afrique du Sud. C'est pas parce que ils ont découvert ça que le virus il sort de là. Moi je suis désolé, il faut pas qu'on mélange certaines choses, et c'est pour ça que le professeur Raoul il a certains problèmes. Et récemment là ils ont découvert à Marseille une autre variante. Ok. Déjà? Oui, ça s'appelait, je crois, le IHU, un truc de ce genre. Et il disait que ça venait du Cameroun. Parce que le patient, apparemment, il venait du Cameroun. Alors, moi, je ne suis pas médecin, je ne suis pas scientifique. Mais je dis, avant de procéder à une telle déclaration, il faut donc tester tout l'entourage de cette personne-là pour savoir... d'où vient ce truc. Ça fait que rapidement le gouvernement camerounais a réagi en disant c'est une aberration, ça ne vient pas du Cameroun. mais c'est que le professeur Raoul, en posant des gestes pareils, il s'autodétruit, parce que scientifiquement il doit avoir une méthode, dire qu'on va circonscrire, déjà prendre même tous ceux qui sont dans l'avion, qui étaient dans l'avion avec ce monsieur, et alors, on a un appel là, peut-être c'est Guy qui doit peut-être nous rejoindre. Oui, alors, vous avez la parole. Bonjour, bonne année, comment allez-vous? Ah, bonne année, Guy.
Maintenant, on est ici après les fêtes. Bon, là, malheureusement, je l'ai vu venir. Je pense que vous contrastez ma voix. Ma voix est un peu différente parce que j'ai perdu la voix. Donc, je me sens pas rebondir, je suis pas en forme. Ok. J'espère que Dieu voulant, pour être là le samedi prochain. Juste que j'allais rebondir sur ce que vous avez dit sur Omicron découvert en Afrique du Sud. Oui. Et peut-être une variante qui est découverte au Marseille. Moi, j'allais dire que c'est... Bon, ce que je vais dire là, le langage que moi, je pense qu'en fait, le fait que nous, en fait, Africains, en général, en gros, c'est faire respecter dans notre responsabilité, un exemple, on n'a pas de laboratoire, ou bien il y en a, mais c'est pas reconnu, genre, à s'avérer assez efficace. On n'injecte pas assez de financements comme les Européens le font, du coup, on a un peu minimisé ce côté-là. Moi, je pense qu'une opportunité pour eux, ils, comme on dit, jumpent dessus, pour à chaque fois essayer de nous appuyer un petit peu, mettre un peu de côté. Vous ne savez pas assez, vous ne faites pas assez, vous n'êtes pas à la hauteur, vous jouez à la cour de grand, vous faites écouter nous, où est-ce que vous êtes, et puis apparaissez, quoi, donc tu vois. Pour dire d'autre part aussi que, il est un peu largement africain que nous sommes, prenons une stabilité sur tous les plans alors. Nous sommes un continent déjà assez riche, il est un problème de l'utiliser un petit peu, ce que je vais rajouter par rapport à cela, et se faire respecter sur la scène internationale. Non, mais je sais pas si Raoul voulait dire quelque chose à ce sujet, mais moi, tu as tout à fait raison. Il faudrait qu'on puisse avoir, c'est pas seulement même au niveau de la médecine, hein, c'est partout. Il faudrait qu'on puisse avoir des industries capables effectivement de créer, de tester. Bon, sur le plan de la médecine, tester. Moi, sans excuser l'Afrique du Sud, hein, je dirais que c'est peut-être le pays africain où on teste le plus. Et par ricochet, c'est normal qu'ils puissent avoir les données qu'ils sont en train de donner et de montrer au monde entier là. Et c'est normal qu'ils puissent découvrir des nouvelles variantes. Parce que plus tu testes la population, plus tu découvres d'autres choses. Les autres pays sont peut-être en retard sur ce plan parce que, comme tu l'as dit, il n'y a pas beaucoup d'investements mis sur dans ce secteur-là, pour qu'on puisse avoir des données beaucoup plus précises et peut-être justes. Et peut-être, bon, moi je ne sais même pas, parce que certains disent que certains pays africains gonflent les chiffres pour bénéficier des aides. Bon, moi, c'est un peu compliqué. Moi, ce que je peux ajouter, c'est que tout à l'heure, je disais, je travaille pour une compagnie qui fait ces produits-là. Moi, je dirais que, par exemple, pour la canne, nous, on a reçu... ça, c'est mon collègue qui traitait ça. Je devais taire son nom. Mais il a reçu une commande pour le début de la canne d'1,3 million pour les produits Covid à destination du Cameroun. Alors, dans ces produits-là, il y a une machine qui teste, en fait, 2 machines qu'ils ont achetées, qui testent et qui donnent le résultat à la minute. Ok. Bon, je pense que la CAF achète ça parce qu'il veut faire tester les gens pour permettre aux gens d'entrer dans les stades. Donc, je suppose que ça... Mais je pense qu'il y a des choses comme ça qui sont en place. Mais bon, tu sais, la vérité, c'est que même ici, moi je dis souvent ici, là, les statistiques, je ne sais pas comment on les fait, mais c'est pas tout le monde qui se fait tester. Bon, peut-être avec un peu de peur, beaucoup de gens commencent à se faire tester, se faire vacciner, je ne sais pas. Mais nous, ce qui nous intéresse, comme tu as dit, c'est les opportunités après donc ce Covid-là. Bon, on ne sait pas quand ça va s'arrêter, mais déjà, hein, ça nous fait voir que les solutions peuvent être locales. Elles peuvent être endogènes. Donc, ça ne sert à rien de toujours regarder ailleurs. Ouais. Donc, là, je suis d'accord avec toi. Moi, je me dis, c'est une opportunité pour les pays africains de se dire, voilà, face à une situation pareille, comment réagir avec nos propres ressources. Exactement. Moi, je dirais rajouter autre chose en disant que j'espère que ce Covid sera assez, comment dirais-je, une leçon pour nous donner, comme on dit en anglais, une prévention pour la prochaine fois. Si jamais il y a encore une pandémie, que nous serons capables de faire nos vaccins nous-mêmes, produits par nous-mêmes. Donc, on n'attend pas simplement qu'on nous envoie, qu'on achète, et qu'on se plaint derrière, comme exemple, comme là, il y a conspiration, disant que voilà, on fait le vaccin pour tuer les plus africains. Donc, si on est capable de produire nos propres vaccins, si on a fait pour l'Afrique, on n'est pas convaincu, on va dire que voilà, ça va une chose, on va pas le tuer en retour. On dit que ça vient d'ailleurs,
On a peur, ils veulent le tuer. Alors, si on est capable de produire le vaccin, faire face à ce genre de problème, nous-mêmes, maintenant, on se cas. C'est pas ce que je veux dire. Ouais. Non, je suis d'accord, mais je ne dirais pas que... Parce que tu vois, moi, je dis souvent, on n'est pas obligé de faire du suivisme. Donc, on n'est pas obligé de créer des vaccins. On peut avoir nos produits, que nos concoctions que nous avons, et qu'on boit à longueur de journée, et qui nous libèrent, nous protègent de ces virus-là. On n'a pas besoin de dire que comme eux, ils ont des vaccins, on sort des vaccins. Exactement. Nous avons des plantes, des racines et tout ça, qui sont médicinales, ils disent que ça fait des années, des millénaires, mais on ne sert pas, on ne tient pas compte, on met ça de côté, disons que parce qu'on est, comment dirais-je, on veut s'occidentaliser. Mais restons original, on ne dit pas. Revenons à l'authenticité du Kozo Mobutu. Non, mais c'est exactement ça. C'est pour rebondir ce que tu viens de dire. Lorsque cette pandémie a commencé, on a eu des échos, on a vu des personnes qui sont sorties avec des produits. Certains ont même dit qu'ils avaient créé, qu'ils avaient l'antidote, qu'ils avaient la solution au problème. Mais à quel moment nos gouvernements se sont penchés pour essayer d'étudier cette piste? La seule chose, en tout cas, de ce que j'ai entendu, enfin, de ce que j'ai vu, c'était certains ministres sont sortis pour dire ça ne correspond pas au comment on dit, au quelque chose que l'OMS n'acceptait pas, ce genre de choses. Dans les standards, c'est pas quoi? Oui, les standards de l'OMS et ainsi de suite. Bon, ok, si ça ne répond pas à ces standards-là, qu'est-ce que le pays fait par rapport à ça? Non, moi je... Ouais, c'est ça. C'est pour ça que moi je dis, moi je n'aime pas le suivisme. Moi je me dis, on parlait en off là tout à l'heure, nous on disait, la plupart des pays africains, nous on a réussi à avoir pour le corona par exemple, c'est là, pour le Covid là, nous on sait que tu fais à la maison, tu te fais un bon verre de gingembre, tu ajoutes du citron, tu ajoutes, comment on appelle ça, de l'ail. Tu ajoutes plusieurs petites choses là, le miel, tout ça. Et puis, si ça continue, ça persiste, tu te couvres avec l'eau chaude, tu mets un peu de menthol à l'intérieur, là, tu transpires. Et si tu transpires abondamment, je pense que ça peut t'aider à évacuer ce virus-là. Bon, moi, c'est une des solutions. Hein, ce sont des choses que on prend de manière régulière et puis exactement. Ça permet peut-être ça ne tue pas, mais ça permet de préserver. Moi, je ne sais pas, ça permet de préserver, d'être en bonne santé. Peut-être, je ne sais pas. Moi, je ne suis pas scientifique. Hein, je me dis, si tu vis avec ça dans ton corps, c'est encore mieux que peut-être tu n'as jamais eu ça. Moi, je dirais une chose. Je me souviens quand on était petit enfant, nos grands-mères ou grand-mères venaient du village, arrivaient à la capitale, chez nous, à la maison, à la famille, en général. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils venaient régulièrement, une fois le mois, pour venir, comme on dit, purger en fait nos ventres. Purger nos ventres pour prévenir un peu certaines maladies. Et ce qu'ils faisaient aussi, ils faisaient un mélange avec de l'huile de palme, ils faisaient bouillir ça avec d'autres produits. Je ne me souviens pas très bien des images directes, de souvenirs. Avec des herbes venues du village. Ils nous faisaient ça, ils disaient que c'est pour prévenir aucune maladie. C'est plus convenu. Ils nous injectaient des anticorps à la traditionnelle. Et je me souviens, quand on était jeune, quand on disait, on était rarement, quand je dis rarement malade, vraiment rarement malade. Parce qu'on peut être malade sur 5 ans, une fois. Seulement. On peut dire que pour nous, en général, en Afrique en général, on a tout ce qu'il faut pour vivre paisiblement moins de maladies. Donc, si on exploite un petit peu ce côté-là, on pourra prévenir beaucoup de maladies. Mais seulement, malheureusement, on veut toujours tendance à s'occidentaliser, à l'Occident, comme M. Michel le dit, suivre et oublier nos propres valeurs, nos origines. Moi, je pense qu'on a la réponse à tous ces problèmes-là. Si on regarde au village, au pays, on a tout ça pour ça. Ouais. Non, mais moi je suis d'accord. Hein, j'espère que la Covid va nous donner l'opportunité de faire ce qu'on appelle un retour aux sources. C'est-à-dire pouvoir créer, que ce soit pour la Covid, que ce soit pour n'importe quel domaine, créer à partir de nos propres ressources.
en fait, vivre à partir par exemple, consommer ce que nous produisons. Donc, ça ne sert à rien que tout le monde se lève et essaie de vouloir avoir, c'est pas un paquet de biscuits, c'est pas quoi, et pourtant qu'on peut le faire sur le territoire. Donc, j'espère que cette expérience douloureuse, parce qu'il faut dire la vérité, il y a beaucoup de personnes qui disparaissent suite à cette maladie assez grave. Mais bon, je pense qu'il est temps qu'on se réveille et qu'on se dise, bon, est-ce qu'il y a des solutions internes qui peuvent nous permettre non seulement d'éradiquer cela, mais aussi de devenir prospères sur le plan économique. On aura une pause dans quelques minutes, sauf si Raoul, tu veux dire autre chose. Non, non. Guy, est-ce que tu permets qu'on puisse prendre une pause là et puis on se reprend plus tard? C'est une petite pause de musique, une petite ponctuation musique. Alors, nous allons prendre un peu de musique là, s'il vous plaît. Alors, merci de nous retrouver. C'était pour une ponctuation musicale. Alors, comme vous le savez, vous êtes sur Let's Talk About It. Et l'idée aujourd'hui, c'est de regarder après Covid. Est-ce que le continent africain a une possibilité, une chance de se développer, de se découvrir à partir effectivement des solutions locales, je dirais bien, endogènes, c'est-à-dire essayer de voir qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qu'on peut faire, pas seulement sur le plan de la santé, hein, sur le plan de l'ingénierie, sur tous les autres domaines. Est-ce qu'avec nos ressources, parce que chaque fois, comme on le dit ici, chaque fois on a l'impression qu'il faut regarder ailleurs pour une validation, pour dire oui, ce qu'on fait est bon, oui, non. On peut effectivement, en fonction, moi je dis souvent, en anglais ils disent souvent que, comment on le dit en anglais là, je perds même ça, mais en fait c'est pour dire que l'invention c'est la mère de la difficulté, donc c'est en fonction de l'environnement dans lequel tu vis que tu essaies de l'améliorer, et c'est là que tu deviens beaucoup plus créatif et inventif. Par exemple, en Occident, ils ont la neige, mais ils font quand même pousser du maïs. Ils vont pousser des choses. Donc, c'est parce que c'est difficile, alors ils commencent à développer des stratagèmes pour pouvoir avoir ce qu'ils n'ont pas. Donc, c'est autant de choses. Moi, on se dit, avec l'après-Covid, est-ce que ce sera possible? Est-ce que c'est une aubaine pour l'Afrique de se regarder droit dans les yeux, de se recoqueviller et de trouver des solutions à ses propres problèmes? Donc, vous pouvez effectivement nous contacter en studio, c'est le 0754 20 02 891. Alors, on a un appel. Oui, on vous écoute, vous êtes sur Parlons-en. Non, c'est Guy, je suis revenu, je suis revenu. D'accord, alors, on t'écoute, Guy. Donc, je vais donner un exemple. Je vais vous voir une vidéo tout à l'heure, il y a 2-3 minutes. C'est une responsable au Nigeria concernant la production du riz. Ce qu'ils ont fait, c'est vraiment investi dans les fermiers locaux. Ils ont produit, qu'on peut vite faire vider un peu, c'est pas très clair, on dirait que pas d'utilité exacte. Je compte il y a une quinzaine de pyramides de riz, de sacs de riz. C'était énorme. Tout ça veut dire que Covid ou pas, ou après Covid, je pense qu'Afrique en général, c'est une capacité de se nourrir, d'être autonome, surtout le plan à 100%. C'est quelqu'un qu'à nous. C'est ce que j'ai rajouté. Ouais. Oui, parce que, comment dire, quand on regarde, c'est pas pour faire sa promotion, mais quand on regarde la Gambie, à l'époque de... Comment il s'appelait encore Jamais, oui. À son époque, la Gambie, c'est vrai que, bon, le monde dit que c'était un pays pauvre, mais la Gambie produisait ce qu'elle mangeait. Bah oui, et c'est ça qu'il faut. Et le reste, ils vendaient au Sénégal. Bah oui. Tu vois, ça c'est des choses que nous pouvons faire. Et avec le lockdown qui a eu lieu, on a survécu. On a survécu. Donc, on s'est rendu compte qu'on n'est pas obligé de boire du yaourt importé quand on est en Afrique, par exemple, ou bien comme nous sommes ici, nous ne sommes pas obligés de chercher nos produits africains parce qu'on survit, on ne sort pas, on vit avec ce qu'on a à la maison. Exactement. Bon, c'est vrai que cette pandémie, c'est un événement malheureux quand même, puisque beaucoup ont perdu des gens. Mais de l'autre côté aussi, je pense que c'est un bon coup pour l'Afrique. Un très bon coup. Espérons, comme nous parlons de l'après-Covid, espérons que ça va
ça a permis à certains de cogiter un peu, de voir que le monde, enfin, on ne peut pas tout le temps dépendre des autres. Tout à fait. On peut créer nos propres solutions. En fait. Et être, comment dire, nous sommes des adultes dans un monde d'adultes. Bah ouais. C'est de prendre des décisions et de rester et de camper sur ses positions. Sérieux, ça se voit là au Mali là. Je suis pas, c'est un autre sujet, mais on voit une population. Hier encore, j'ai regardé une vidéo, mais c'est terrible. La population qui se met en route pour dire halte à la France. C'est incroyable. Mais c'est ça, puisque après, quand on dit, pour citer, comment ça s'appelle, c'est, je pense, une charte de l'ONU, oui. Le droit à l'autodétermination. À l'autodétermination. Mais c'est exactement ça. Oui. C'est exactement ça. Donc, et en plus, ce qui est bien, c'est que ils se sont levés, ils ont dit, c'est ça que nous allons faire pour nous. Mais ouais. Un point, c'est tout. Bon, après, on vit dans un monde où chacun a le droit de donner ses opinions, mais les opinions des autres, ça n'engage que eux. Ah ouais, moi je dis, bon, je vais pas parler de ça aujourd'hui parce que ça c'est la politique et puis bon, on laisse tomber. Oui. Et on va revenir sur cet après-Covid là. Et je disais, on parlait en off aussi, je disais que on a souvent négligé le rôle, la force, je dirais même la force de frappe de la gente féminine, hein, en Afrique. Le plus souvent, elle n'est pas comptée dans les chiffres. On est dans le commerce informel, dans le business informel, tout ça. Cette partie de la population, la femme, n'est pas... c'est pas comme dans les sociétés occidentales où, par exemple, les femmes ont pratiquement plus ou moins les mêmes droits ou plus de droits que les hommes, où on les voit en train de travailler chaque fois, c'est visible dans toutes les hautes sphères de la société, où on les voit en train de créer, de gérer de grandes entreprises. En Afrique, par contre, elles sont un peu cachées, elles sont derrière, elles gèrent non seulement le foyer, mais elles gèrent la famille, elles gèrent tous les enfants. C'est-à-dire, le jour où on va passer outre, on va dire par exemple, faisons de ces femmes, mettons-les devant, en avant, et comptabilisons, par exemple, le pouvoir économique seulement. Arrêtons-nous à ce niveau-là, ce jour-là, ou bien disons, prenons-leur un peu plus de pouvoir, ou bien de droit, ou bien de reconnaissance qu'on le fait aujourd'hui. Je pense que si on le fait, moi, personnellement, je pense que si on reconnaît le rôle de la femme, on lui donne les moyens et les atouts, parce qu'aujourd'hui, on ne lui donne pas ces moyens-là, mais moi, je vois des femmes, j'ai grandi avec des mamans qui faisaient des beignets en route, mais qui envoyaient les enfants à l'école, habillaient les enfants. Le monsieur, il travaille, mais il rentre très tard la nuit, il partage sa boisson avec ses amis, il donne peut-être même pas l'argent à la maison, mais la maman assure cet équilibre, cette balance-là, et fait progresser toute la famille. Donc, je me dis aujourd'hui, si on essaye de capitaliser sur le pouvoir de la femme en Afrique, je pense qu'on va aller à un développement plus rapide, exponentiel, parce que c'est une source qu'on ne comptabilise pas jusqu'à présent. Oui. Et ça, c'est surtout nos mamans au village, oui, et tout ça. Bon, en ville aussi, mais plus dans l'arrière-pays. Oui, parce que ce que tu dis est vrai. La majorité des enfants en Afrique, c'est grâce aux mamans. Ben oui. Et en plus, et ça c'est quelque chose que j'ai souvent dit, le rôle de la maman en Afrique, c'était pas seulement de prendre soin de ses enfants à la maison. Non. Elle prenait soin de la grande famille. Exactement, de la famille éloignée et tout ça. Les problèmes venaient vers elle. On amenait des problèmes chez elle et on présentait des problèmes. Donc, nos mamans gèrent les familles. Ouais. Pas les couples, mais gèrent des familles. Donc, elles ont un pouvoir. Et c'est quelque chose qui m'a toujours surpris. Parce que elles ont tellement de pouvoir, mais on n'en parle jamais. On n'en parle jamais. On regarde les hommes, on pense qu'on a le pouvoir en fait, on pense qu'on l'a. Oui. Parce que c'est ça en Afrique là, le monsieur il vient toujours parler, mais tout ce qui a été fait à la base, ouais, c'est la maman. C'est la maman, exactement.
Et des fois j'y pense, bon, des fois je pense sous un autre angle. Parce que quand on remonte, enfin, quand on regarde cette façon de faire, c'est une façon très, très, très récente dans l'histoire d'Afrique. Cette façon de l'homme, de se... l'équilibre, égalité, c'est pas quoi. De se positionner, même pas de se positionner, de se retrouver dans une position de chef. Ça, c'est quelque chose de très, très récent. Et je me demande souvent aussi si ça ne matche pas, enfin, si ça ne ressemble pas à l'image de ceux qui, à un moment donné, nous ont colonisés. Parce que quand on regarde bien, dans la culture, dans plusieurs cultures européennes, c'est l'homme qui, même le pouvoir que la femme a en Afrique, la femme en Europe ne l'avait pas. Jusqu'à présent, je pense qu'elle n'a pas. Hein. Exactement. D'où la raison pour laquelle elle est toujours en train de se battre pour essayer d'avoir une place dans la société. Mais quand on regarde dans les sociétés africaines... Elles ont cette place-là. Elles en sont conscientes. Exactement. Sauf qu'elles n'ont pas besoin de crier, de se mettre sur tous les plateaux pour dire « je gère ça ici ». Elles se contentent à solidifier, parce que voilà, c'est même le thème qu'elle solidifie tout. Le monsieur, il apparaît, oui, on pense, moi je dis souvent ça, qu'on pense, qu'on commande, on pense qu'on a ce pouvoir-là, mais le socle, d'après moi, c'est la femme africaine. Donc moi je me dis, hein, après le Covid, si jamais on essaie de maximiser sur l'impact, sur le rôle de nos mamans, et que ça devient beaucoup plus visuel, hein, parce qu'aujourd'hui, puisqu'on a vécu dedans, on n'a jamais peut-être pensé à valoriser, je dirais, parce que c'est un acquis chez nous. On sait que c'est comme ça. La maman, elle fait ça. Moi, je l'appelle multitask, comme disaient les Anglais. Oui. Elle fait tout. Elle est prof, maîtresse, elle est ingénieure, elle fait tout. Donc aujourd'hui, moi je dis, si on matérialise ça, si on comptabilise ça, et on fait entrer ça dans les statistiques, et on donne ce pouvoir-là, moi je pense que les pays africains iront très rapidement, parce que je pense que les Occidentaux ont réussi à mettre déjà ça à l'intérieur de leur stade. Ça fait qu'ils ont cet avantage-là. Nous, on ne l'a pas encore réussi à comptabiliser cela, et je pense que c'est un truc qu'on veillerait à faire en leur donnant la place qu'elle mérite depuis longtemps. La reconnaissance. La reconnaissance. Parce qu'on reconnaît déjà. Il faut juste se reconnaître parce que cette place est déjà là. Il faut reconnaître qu'elle existe. C'est ça. Guy, tu es encore là? Oui, j'avais ajouté ceci en fait. Les gens que j'ai entendu, même ce que j'avais dit sur la femme, c'est exactement ça. Même ce que je viens de regrouper, c'est là des qualités qu'elles ont en fait assez exceptionnelles, c'est vraiment très important. Il est temps pour nous de, comme tu as dit, de mettre en valeur et puis l'utiliser. C'est pas une question de des compétences de la gestion management, hein, dans le management, manager tout ce qui fait la famille, les problèmes et tout, social et économique, la gestion économique. Si on le met en avant, on valorise cela, ça peut porter effectivement un plus. Mais il faut seulement que ce soit pratique parce que là on parle, mais qui va laisser la femme donner la place qu'il faut. Souvent l'égoïsme prend le dessus. Non, mais c'est vrai. Là, nous, on pense qu'elle a déjà cette place, tu vois. Il est juste question de reconnaître, en fait, l'impact, le pouvoir qui est déjà le sien. Hein. Moi, en fait, ça, c'est une expérience personnelle, mais je les ai vus, tu vois. Au Cameroun, on les voit à main de route vendre soit des beignets, du pain, envoyer les enfants à l'école. Et parfois, tu te dis, si elle ne le faisait pas, est-ce que ce gars-là ira à l'école? Est-ce qu'ils deviendraient ce qu'ils sont aujourd'hui, tu vois? Et parce que, moi, je sais pas, mais j'ai souvent pensé à ça. Je me dis, il faut que on reconnaisse l'impact, le pouvoir qu'elles ont. Parce que... Je sais pas dire, on va dire, on le vit, on le voit tous les jours. Mais oui. Et ça, c'est une question que j'ai posée une fois à un de mes collègues il y a quelques années. C'était de savoir, dans la société européenne en général, de me montrer un secteur, peu importe, de me montrer le secteur où la femme domine complètement. Et il n'a pas pu.
Il n'a pas pu parce que c'est difficile. Bon, il me disait oui, nursing, mais bon, quand tu regardes le boss au-dessus, c'est un homme. Et je lui disais, tu sais, en Afrique, je peux te montrer. Moi, oui. Je peux t'emmener et te montrer. Bon, après, quand on regarde, quand nous avons eu nos indépendances et tout, nos mamans n'ont pas... Et c'est pour ça que je dis, ça doit avoir quelque chose à faire avec nos traditions de l'époque. Oui. Parce que quand nous avons eu nos indépendances, elles ont directement récupéré une place qui était déjà la leur, on va dire. Ouais. Elles n'ont pas eu à se battre, à qui que ce soit. Donc, elles se sont imposées même pas imposées, elles ont récupéré la place. Et personne n'a jamais dit quoi que ce soit. Mais le problème dont nous parlons, c'est la reconnaissance. Ouais. La reconnaissance et de valoriser ce qu'elles font, en fait. Non, mais c'est vrai. Parce qu'en fait, et aussi, pardon, moi, j'ai fait cette expérience-là, en fait, en Afrique. Hein. Ouais. On va à l'école primaire, l'école secondaire, et lorsqu'on arrive à l'université, si tu regardes les données, tu vas voir que tu as moins de filles qui allaient, bon, ça a changé peut-être dans les 10 dernières années, hein, mais avant, elles étaient très braves jusqu'en terminale, elles étaient les premières, les plus intelligentes peut-être, mais quand il fallait maintenant aller à l'université, elles choisissaient ce qui, moi, je pense, qui devrait fonctionner aujourd'hui, c'était les métiers, l'école des métiers. Ouais. C'est-à-dire, elles devenaient directement quitte infirmière, quitte sage-femme, quitte, je sais pas, elles choisissaient des métiers parce que la société, à un moment donné, a voulu en disant, voilà ce qu'elles peuvent faire, tu vois. Et elles laissaient aux hommes, très peu, ont continué à la fac et celles qui ont continué étaient vraiment fortes. Mais des autres se sont dit, bon, de toutes les manières, moi, je préfère m'occuper des enfants. Ouais. Et elle se rendait directement dans ce secteur-là sans devoir aller faire des études universitaires. Ça fait que parfois, vous vous retrouvez donc à la fac et vous avez, c'est renversé, vous avez plus de 60% d'hommes dans ça. Or, en fait, au lycée, elles étaient beaucoup plus majoritaires que nous. Exactement. Donc, c'est une expérience, en fait, c'est un truc que j'ai vu et je me suis dit, ouais, ça existe, c'est vrai, en fait. J'ai vu ça et je me suis dit, ouais, mais bon, alors, si vous que nous écoutez, nous on dit, vous êtes bien sur Jambo Radio Scotland, il nous reste à peu près 6 minutes. Guy n'est pas là, donc je ne sais pas s'il a préparé sa rubrique des inventaires africains, mais sinon, ça sera certainement pour la semaine prochaine. Mais nous, on est encore là. Vous pouvez effectivement nous appeler ou nous envoyer un WhatsApp, par exemple, sur 07 45 99 06 822. Donc 07 45 99 06 822. Donc c'est le programme que notre programme nous permet, aide la communauté. C'est moi j'aperçois ça, c'est une causerie africaine qui nous permet de poser des jalons sur ce qui est possible, qu'est-ce que nous pouvons faire, nous, Africains de la diaspora, bien sûr, en communion avec nos frères qui sont restés au pays. Parce que j'ai souvent dit, c'est pas parce qu'on prend un avion qu'on devient, on devient plus intelligent que les autres. Donc, parce que je vois souvent beaucoup de choses. Que notre première mission, tu n'étais pas là, Raoul, c'était ça. C'était pour dire aux gens, voilà, c'est pas parce qu'on prend un avion, subitement, on pense qu'on maîtrise tout. On maîtrise tout, ouais, exactement. Ouais. Donc, oui, Guillaume, tu écoutes? Ouais, j'ai trouvé quand même notre fin d'émission République africaine. Bon, on comprenait, je peux produire 2 exemples simplement. Là, je vous emmener voyager au Nigeria, un jeune de 9 ans, il y a 2 ans passés. Je vais chercher plus de précision. Qu'est-ce qu'il a fait à 9 ans? À 9 ans, il s'est fait un carton de culture automatique en carton. Tout fait en carton, c'est pour faire des piles qu'il a ramassées par-là. Et qui a pour ça comme ça fonctionne aussi comme un distributeur automatique que nous connaissons. Tu rentres ta carte, tu rentres carton, tu rentres ton code et tu fais entrer et l'argent sort. Et l'argent fait en carton. Alors il y a s'il vous plaît. Donc c'est un monsieur comme ça, un petit de 9 ans déjà, est bien encadré, bien suivi. Voilà déjà un exemple d'un futur ingénieur qui peut faire plus. 9 ans, en plus c'est pire,
Il a 9 ans, il n'est pas scolarisé. Et regarde ce qu'il fait déjà. Et par la suite, on a aussi un jeune homme de la vingtaine d'années, Pierre Boumachi, qui est dans la province de Kinshasa, Congo démocratique. Et lui, il n'a pas fait la mécanique, il a étudié il a un cursus pédagogique. Moi, je me trompe, je vais faire l'information. Il a eu une passion mécanique de faire sa voiture pour faire une limousine. Et le monsieur a pris 1 an à s'investir, à ramasser des choses par-ci par-là. 1 an après, le monsieur a fait sa limousine. Et la limousine est équipée high-tech à l'intérieur. Une télévision, vraiment, rien à dire, inimaginable. Un monsieur comme ça aussi, qui n'est pas formé, qui n'a pas de possibilités. Si on prend en charge ces messieurs-là, je vais laisser l'exemple d'un ingénieur pour nous faire des automobiles par-ci par-là. Et malheureusement, il n'est pas, comment dirais-je, considéré comme chose comme M. Doua, comme il a fait comme d'habitude, le gouvernement qui est responsable. Donc, voilà. D'accord. Alors, bien, merci Guy pour ces deux noms-là, pour des inventions en Afrique africaine. Donc nous acheminons vers la fin de ce programme. Je pense qu'il nous reste moins de 4 minutes. Donc nous allons essayer de vite faire pour conclure. On a encore une minute. Je ne sais pas si tu as un truc à ajouter, Raoul, sur 1 à 2 minutes. Non, bah écoute, comme on a dit, c'est vraiment espérer que nous gardons le même j'ai oublié le mot encore. Engouement, oui, engouement, et de continuer à développer et à créer. Parce que on s'est rendu compte que personne ne viendra à notre aide. Hein. C'est quelque chose que nous devons faire nous-mêmes, et oui, c'est tout ce que j'avais à dire à ce niveau-là. En tout cas, moi je dirais qu'il faut être ingénieur. Vous voyez à Radio Kilimanjaro, nous avons bien des cache-nez. Hein. Donc, vous qui nous observez là, ne pensez pas que la sécurité n'est pas là. Il y a la distanciation sociale. Donc, n'ayez aucune crainte. On a des masques, donc la direction a bien voulu nous fournir. Et ça, c'était quand même avant-gardiste de la part de la direction. Donc nous avons ces masques-là, donc nous sommes, et puis je pense que la plupart, ils font des tests PCR, et je pense que on a Serena qui est là, je crois qu'elle a des vaccins, elle a pris ces vaccins-là. Donc Serena, I'm saying that you took both vaccine plus the booster as well. I don't know if it's true though. We need to double check this information. But on essaye, donc ne vous inquiétez pas, on est là. Et on sera là la semaine prochaine avec un autre sujet. Et on va prendre le temps mardi de pouvoir le publier pour que vous puissiez vous imprégner du sujet. Et on espère qu'on aura cette fois-ci une causerie, une discussion, et que ce sera beaucoup plus... il y aura un débat. Parce que c'est ça que nous on essaie de susciter, c'est un débat. On ne vient pas ici, on n'a pas la science infuse. Donc on vient débattre et proposer des lignes, des solutions pour voir qu'est-ce qui est possible. Ouais. Donc nous vous souhaitons un heureux week-end, fin de week-end, et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Merci, au revoir. Au revoir.